Et salut tout le monde, bienvenue dans la Forge. Salut! Je suis en compagnie comme d'habitude de Emma. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Super. Et aujourd'hui, on va parler du jeu Final Girl. Donc un jeu solo euh, qui a la particularité d'être extrêmement difficile. Donc un jeu un peu spécial puisqu'on va devoir, pour jouer, avoir la boîte de base de Final Girl, puis par-dessus cette boîte-là, on va devoir acheter des courts-métrages, des longs-métrages, pardon, qui vont s'associer avec la boîte de base pour pouvoir faire différents scénarios dans le jeu. À savoir que il y a actuellement deux sets de 5 longs-métrages qui Ah, sont il y en a sortis, tant que ça? et il y en a un troisième qui est en cours. D'accord. Le Kickstarter, là, à la date actuelle, il vient juste de se terminer. Et donc le troisième set devrait sortir au mois d'octobre 2024. D'accord. Par contre, il n'y a que la saison 1, donc les 5 premiers épisodes, qui ont été traduits en français. Ça, il faut le savoir. Je peux vous les mettre pour vous montrer ici. Hop. Donc c'est ces 5 épisodes-là, qui sont la saison 1. On a la saison 2, qui n'a pas été traduite, mais qui est disponible en anglais, avec 5 autres épisodes. Et la saison 3 avec encore 5 épisodes, ce qui fera un total de 15 épisodes, qui devrait arriver, comme je le disais, fin octobre 2024. Euh, Sachant qu'on peut combiner, Oui, c'est ce que je voulais dire. ouais, on peut combiner les différents scénarios, parce que dans chaque scénario, on va se retrouver avec un monstre, Un tueur, un ouais. tueur en série, et un lieu. Puis aussi, on a 2 héroïnes dans chaque boîte. Et en réalité, on peut combiner tout ça. Par exemple, prendre, je sais pas moi, le tueur du premier numéro, Hans le boucher. Hans le boucher, et puis le combiner avec le lieu du troisième numéro, par exemple. Donc ça permet d'avoir une rejouabilité qui est quand même assez intéressante. Bah, Euh, même quand on possède, honnêtement, on pourrait y avoir joué plusieurs fois. Même quand on possède un monstre et un lieu, la oui, rejouabilité, elle est. oui. Déjà, un seul épisode, il y a déjà de la rejouabilité, c'est jamais la même partie. Il y a plein d'aléatoires dans ce jeu. On pourrait même parler de chaos. Et c'est aussi un des trucs de ce jeu-là, c'est que c'est très aléatoire, très difficile, et que parfois, on peut se retrouver assez frustré, parce qu'on va rater un jet qui est super important, par exemple, un jet d'horreur, on en parlera tout à l'heure, et se foirer sur un jet, et du coup, ça fait snowball derrière, fait boule de neige, on perd pied complètement, le tueur prend énormément de force, d'ampleur, et puis on se retrouve écrasé. Ça peut aller très vite, ouais. Ça peut aller assez vite. Donc, faut savoir ça. C'est un jeu qui va pas être sympa avec vous. Euh, ça, moi, j'aime bien la difficulté, donc ça ne me dérange pas. Mais pour un joueur qui aurait, qui serait un peu mauvais joueur, disons, ça pourrait poser problème. Là, il faut pas se vexer si on perd plusieurs parties d'affilée, quoi. C'est tout à fait normal. À savoir qu'apparemment, ce tueur-là et ce lieu-là sont censés être réputés les plus difficiles de la série, quoi. De Effectivement, la saison 1. nous, on n'a pris qu'un seul épisode de la saison 1. Et d'après les recherches que j'ai pu faire, effectivement, le lieu, c'est le lieu le plus difficile, c'est le bosquet sacré. Et le tueur, c'est le tueur le plus difficile, c'est Inca Nyamba. Le vengeur. Voilà, donc là, on n'a pas choisi la simplicité en plus sur ce numéro-là, quoi. Bon, c'était un petit peu aléatoire, puisqu'on ne savait pas du tout au départ. On a pris ce numéro-là parce que il nous est passé sous les yeux dans une boutique, et puis on a acheté ça pour voir. Bref, on aurait peut-être
pas pris le même numéro si on avait su avant. Mais bon, voilà. Alors, je crois que de disponible, il n'avait pas les 5. J'en ai pris un pour essayer, mais il devait y en avoir que 2, je crois. Ouais. Il y avait la boîte de base, ce scénario-là, et un autre. Sachant qu'il existe des packs où on peut avoir les 5 épisodes plus la boîte de base dans une grosse boîte en fait, mais elle coûte assez cher. 200 €, tu m'as dit? Ouais. Moi, je l'ai vu passer à pas loin de 200 balles la grosse boîte, quoi. Sinon, c'est à peu près 25 € par épisode. Et la boîte de base, elle doit être à 30 €, je crois. Je sais 35 plus du tout la boîte de base, combien je l'avais acheté. J'ai plus le prix dessus. Donc, ce que je vous propose dans cette vidéo-là, c'est qu'on voit un petit peu les mécaniques de jeu, qu'on parle surtout des règles, pour ceux qui voudraient voir comment ça se passe. Je peux juste montrer un truc avec la boîte. Et puis après, on fera une partie. Mais vas-y, montre ce que tu voulais montrer. Non, je veux juste montrer comment ça se présente, parce que c'est assez sympa. Le tueur et le lieu se clipent sur la boîte et ça fait comme un DVD ou comme une cassette VHS. Vraiment de slasher, quoi. Donc c'est assez rigolo. J'aime bien. Ouais, le packaging de ce jeu-là est particulièrement bien fait. C'est assez agréable à mettre en place, à détacher les différents éléments. Et puis du coup, ça tient dans une en termes d'esthétique, relativement petite pour. En termes d'esthétique, c'est pas mal du tout. Ouais, et puis ça prend pas de place, c'est des toutes petites boîtes. Après, quand on a toutes les boîtes, là, ça commence à prendre un peu de place. Donc, ce que je vous propose, on va se mettre sur la vue du dessus. Donc là, on a fait la mise en place à l'avance des différents éléments du jeu. Donc, ce qu'on va remarquer directement, c'est qu'on a un plateau qui va représenter notre tueur, un deuxième plateau qui va représenter le lieu dans lequel on va jouer, si on peut appeler ça jouer. Pourquoi? On va se faire massacrer. Ah oui. Et ce troisième plateau-là qui va représenter la Final Girl et ses ressources. Donc, on a également plein de cartes qui seront des cartes actions, dont on va parler juste après. On a, pour commencer, je vais vous parler un petit peu des dés qui sont dans la boîte. On a sur chaque dé 3 possibilités. Je vous les montre en gros plan. On a sur 5 ou 6, on fait une réussite. Sur 4 et 3, on fait une réussite partielle. On reviendra tout à l'heure. C'est pas ça la réussite partielle. Et sur... Ah bon? Non, la réussite partielle, c'est un succès, un échec. Ça, c'est transformable en succès, le 3 et le 4. Ouais. C'est un peu différent. Ouais, j'en parlerai juste après. Et 1 et 2 échecs. Sont des échecs. Donc, ces dés-là, ils vont nous servir à chaque fois qu'on va devoir faire un test d'horreur. Donc, les tests d'horreur, on va en faire un peu tout le temps. À chaque fois qu'on va vouloir faire une action, par exemple, on va devoir lancer des dés pour savoir si on réussit ou pas notre action via ce jet d'horreur. Si je prends une carte action, là, par exemple, la Alt, ici, on voit plusieurs pictogrammes. D'ailleurs, le jeu est vachement basé sur les pictos. C'est pas forcément évident au départ, mais une fois qu'on a compris ces différents pictos-là, ça se lit super facilement. Donc, prenons la Alt, par exemple. On voit qu'il y a 3 possibilités. Soit on n'a aucune réussite, dans ce cas-là, il va se passer quelque chose. Si on a une réussite dans notre jet, on va pouvoir faire cet effet-là. Et si on a au moins 2 réussites dans notre jet, on va pouvoir faire cet effet-là. Il arrivera aussi parfois qu'on ait besoin de faire des jets d'horreur en dehors des actions. Parfois, le tueur va nous... parfois, le tueur a un pouvoir magique particulier qui a un effet à certains moments de la partie. Qui va nous demander de faire un jet d'horreur. Et qu'il faut résoudre avec un jet d'horreur, ouais. Voilà. On va regarder un petit peu les différentes phases d'un tour, pour commencer.
Donc un tour, ça va se diviser en 5 phases différentes. Dans la première phase, on va pouvoir réaliser des actions, ce sera la phase d'action. Et comme je l'expliquais à l'instant, à chaque fois qu'on va vouloir faire une action, il va falloir faire un jet d'horreur. Oui, pour résoudre la carte, oui. Pour pouvoir résoudre l'effet de la carte. Une fois qu'on a réalisé nos actions, on va passer à une deuxième phase qui est la phase d'organisation. Donc pendant cette phase d'organisation, on va pouvoir acheter d'autres actions. Donc toutes les cartes que vous voyez ici, c'est des cartes qui sont disponibles actuellement et que je vais pouvoir payer avec du temps pour les récupérer et pouvoir les utiliser pendant mon prochain tour. Donc, regardons d'un peu plus près, encore une fois, pour ce qui concerne le temps. Vous voyez que les cartes que j'ai devant moi, elles ont un petit symbole avec un 0 en bas à droite. Tu veux pas expliquer toutes les phases et après on les détaillera une par une ou... Oui, on va... J'explique juste cette histoire de Ok. temps. On y reviendra plus précisément après, mais je voulais juste montrer que sur ces cartes-là, ce picto-là, il est important. Ces cartes-là, elles sont gratuites. On peut les récupérer gratuitement. Si elles sont dans le pack qui est là, on verra tout à l'heure, on pourra les récupérer gratuitement. Et on voit que ici, on a des cartes avec un coût un peu plus grand. Donc je les ai mis dans l'ordre. Ça va de 1 à 6, je Ça crois. va de 1 à 6, effectivement. Et si je veux acheter, je sais pas moi, une improvisation, il va falloir que je paye 3 de temps. Donc, je précisais quand même ça parce que vous allez voir qu'on va parler du temps après, et c'est vachement important, c'est une des ressources les plus importantes du jeu, en fait. Donc, pendant la phase d'organisation, je disais, on pourra acheter des cartes. Et à la fin de la phase d'organisation, on va pouvoir remettre dans ce paquet-là Les cartes les utilisées. cartes qui ont été utilisées avant. Mhm. Ce qui permettra de les acheter au prochain tour. Ça, c'est une mécanique bien importante. Ensuite, une fois qu'on aura récupéré nos cartes actions, on va passer à une troisième phase qui sera la phase du tueur. Donc, pendant la phase du tueur, le tueur il va se déplacer, il va essayer d'attaquer, de tuer des victimes, voire d'essayer de nous tuer nous. Et je répète, c'est un jeu solo, donc le tueur il va se jouer automatiquement en fait. Il suffira de lire les différentes infos qui sont sur le tueur ici pour savoir ce qu'il fait. On verra tout à l'heure que nous, c'est un cas particulier, une Kanyamba, il a des pouvoirs particuliers qui pourront se déclencher aussi plus tard avec les Kuru. Donc toutes ces actions-là, elles se feront automatiquement, il suffira de lire dans l'ordre et de réaliser les actions qui sont demandées. Une fois que la phase du tueur sera terminée, on aura ce qu'on appelle la phase de panique. Ça, c'est assez simple en réalité, c'est que s'il y a des victimes qui sont à côté du tueur au moment où il fait un meurtre. Des victimes non tuées. Oui, alors quand on dit une victime, c'est pas forcément quelqu'un qui a été tué. Tout le monde est une victime ici. Voilà. Donc, si jamais il y a des victimes à côté du tueur quand il tue quelqu'un, elles vont essayer de s'enfuir. Donc ça, ce sera la phase de panique. Donc elles vont se disperser un peu partout sur le plateau du jeu. Ensuite, on passera à une dernière phase, qui est la phase de maintenance. Genre la maintenance, il n'y a pas toujours quelque chose à faire, je crois. Voilà. Des fois, il faut résoudre des effets particuliers. C'est ça. Mais sinon... Sur certaines cartes, il y aura des effets de maintenance. Si jamais on a ça, il faudra les effectuer à ce moment-là. Donc ça, voilà. C'est pas tous les tours, mais il faut le savoir. Ok. Donc ça, c'est les différentes phases d'un tour. À la fin, on recommence le tour. On repasse à une phase d'action, organisation, tueur, panique, maintenance, etc. Donc, parlons de la phase action plus particulièrement.
Comme je le disais, pendant la phase d'action, on va pouvoir jouer nos cartes. Pour ça, on va devoir faire des jets d'horreur. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Alors, avant de parler de ça, il faudrait peut-être expliquer que le tueur, il commence avec un niveau d'horreur particulier, qui est représenté ici, et que ça va nous donner le nombre de dés auquel on va pouvoir... C'est ce que j'allais Pardon. expliquer. J'allais y venir. Excuse-moi, je me tais. Donc, j'étais en train de dire, on va devoir faire des jets d'horreur. Pour savoir combien de dés on va lancer, il va falloir se référer à cette piste là, ici. En fonction de l'horreur actuelle, on va pouvoir lancer 2 dés si on est dans le blanc, 3 dés si on est dans le vert, ou un seul dé si on est dans le rouge. On verra tout à l'heure qu'au début de cette partie-là, nous, on va commencer à 4, mais c'est particulier au tueur Inkanyamba. On y reviendra tout à l'heure. Les règles des jeux d'horreur, je les ai expliquées tout à l'heure, hein, les succès, les échecs. En fonction du nombre de réussites qu'on fait, on va avoir de meilleurs résultats sur l'action qu'on a réalisée en réalité. On va revenir un tout petit peu sur les pictos des différentes cartes actions. Donc si on voit un cœur comme ça sur Alt, on va regagner de la santé. Si on a un cœur barré comme ça, on va perdre de la santé. Si on a un masque comme celui-ci, on va augmenter le niveau d'horreur. Donc on risque de jeter moins de dés par la suite. A l'inverse, si on a un masque barré, on va baisser le niveau d'horreur. Ensuite, ce picto-là, c'est pour indiquer qu'on fait un dégât. Parfois, on en verra plusieurs. Si je prends cette carte-là, par exemple, attaque critique, elle permet de faire 3 dégâts d'un coup. On a aussi le picto du sablier vert, qui permet de faire monter la grille de temps. Je vais y revenir juste après, à la grille de temps. Ou le sablier rouge, qui va faire baisser la grille de temps. On a aussi un dernier symbole, qui est la petite croix rouge, comme ça. Si jamais on tombe là-dessus, ça met fin immédiatement à notre phase d'action. Et on passe directement à la phase d'organisation derrière. Il peut arriver que ce soit le tueur qui prenne aussi une fin de tour, mais on verra ça plus tard. Ok. On va regarder un peu le déplacement maintenant. Comment on va se déplacer sur le plateau. Donc je vais vous mettre là-dessus. Donc ça, c'est le plateau de jeu. On voit qu'il est découpé en plusieurs zones. Quand on va utiliser une carte d'action, on va pouvoir se déplacer sur les zones qui sont reliées par une petite ligne blanche. D'accord? Donc imaginons, mon héros, il est en plein milieu là. Si j'ai le droit de me déplacer de 3, par exemple, je vais pouvoir faire tac, tac, tac. Si je voulais atteindre le coin, il aurait fallu que j'ai 4 de déplacement, puisqu'il n'y avait pas de ligne ici. Parfois, on a des zones côte à côte qui ne sont pas reliées, en fait. Donc, quand on se déplace, on a la possibilité, vous allez voir tout à l'heure qu'il y aura des victimes sur le plateau. Lorsqu'on se déplace, si jamais il y a une victime sur la case où on passe, on a le droit de l'emmener avec nous. Jusqu'à 2 victimes. Jusqu'à un maximum de 2 victimes, exactement, tu suis bien. Donc, qui vont être ravis de nous suivre. Voilà, je vais pouvoir sauver mes petits copains, là, les emmener avec moi. Et donc, je vais pouvoir me déplacer avec eux, sauf si il y a un tueur. Je vais jamais pouvoir emmener les victimes sur la case du tueur. D'accord? Par contre, toi, tu pourras te déplacer dessus. Moi, je pourrais me déplacer tout seul, mais eux ne voudront pas me suivre. Donc ça n'arrivera jamais.
si je veux me déplacer, il faut toujours que avec des victimes, il faut toujours que j'esquive le tueur. L'idée de pouvoir déplacer des victimes, en fait, c'est de pouvoir les sauver. Donc, pour sauver une victime, il faut l'emmener jusqu'à une des cases vertes. Donc, on en a une ici, une là et une là. Si j'arrive à emmener mes victimes sur une case verte, j'ai le droit de les sauver. Et en les sauvant, ça va me permettre de gagner quelques petits pouvoirs. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc là, sur ma carte de personnage, je vais pouvoir placer les victimes que j'ai sauvées sur ces emplacements-là. Et on voit qu'en dessous de chaque emplacement, il y a quelque chose. Par exemple, ici, je vais gagner 2 de temps. Ici, je vais faire baisser l'horreur. Ici, je vais pouvoir me déplacer d'une case automatiquement. Donc voilà, l'idée de sauver les victimes, c'est ça, c'est de pouvoir gagner ces trucs-là. Une fois qu'on a rempli les 5 victimes sauvées, on va pouvoir retourner la carte. Et là, on va déclencher un pouvoir spécial qui est lié là à Adélaïde. Chaque personnage a son pouvoir particulier. Donc, c'est assez important en début de partie d'essayer de sauver nos victimes. Enfin, les victimes, c'est pas nos victimes à nous. C'est assez important de les sauver rapidement parce qu'on va vouloir le plus rapidement possible déclencher ces trucs-là. Et il ne faut pas laisser le tueur faire des victimes, enfin, faire des meurtres. Parce qu'à chaque fois qu'il va faire un meurtre, ça va augmenter sa puissance. On va voir ça tout à l'heure. Après, certaines cartes peuvent faire augmenter, par exemple, le courroux du nombre de victimes sauvées. Enfin, il faut sauver des victimes, mais des fois, tu peux le payer d'en avoir sauvé beaucoup. Il y a certains événements qui vont jouer sur le nombre de victimes sauvées, effectivement. Bon, ça, on ne sait jamais sur quel événement on va tomber de toute façon. Ensuite, on a remarqué aussi sur le plateau qu'on avait des zones oranges, comme ça. Les zones oranges, c'est des zones dans lesquelles on va pouvoir faire des recherches. On va pouvoir fouiller pour récupérer du stuff, de l'équipement. Au-dessus du plateau, on a 3 emplacements pour des cartes, pour les cartes objets justement. Et à chaque fois, on a le nom de l'emplacement. Ici, par exemple, c'est la cabane du gardien. Cabane du gardien. On va avoir des cartes d'objets ici. Là, on a les objets trouvés qui seront là. Et l'accueil qui se trouve ici. Au-dessus de chacun de ces emplacements, en début de partie, on va placer 4 cartes objets et on va retourner la première carte du paquet face visible. Tiens, je te laisse mettre ça en place, comme ça on va voir par la démonstration. Il faut 12 cartes, puisqu'on va mettre 4. C'est ça. Mais il y a une spécificité. Oui, effectivement. Au moment où vous allez choisir au départ de la partie votre personnage, vous allez avoir une petite enveloppe qu'on va vous donner. Ici, par exemple, j'ai une petite enveloppe à l'attention d'Adélaïde. Et à l'intérieur de cette enveloppe, on va trouver une petite lettre avec un objet à l'intérieur. Donc chaque personnage a sa propre carte objet. Et on nous dit bien que si on veut être sûr de pouvoir l'obtenir pendant la partie, on doit l'ajouter dans les cartes objets avant de les disposer dans au-dessus, les 12 cartes objets. Au-dessus du plateau. Donc on va déjà mettre, c'est quoi Adélaïde? C'est une batte et un couvercle de poubelle, c'est ça? Un bouclier. Une batte et un bouclier. Donc, moi j'aime beaucoup cette arme-là.
Elle va permettre de faire des dégâts quand on se défend. C'est super cool ça. Donc là, voilà, Emma nous dispose les cartes objets de la manière dont ils doivent être placés en début de partie. Je sais que la batte est quelque part. Je sais pas où exactement. Et je sais d'avance que ben, on a... pardon. On a nos 3 premiers objets qui sont révélés. Donc là, dans la cabane du gardien, on a le livre de prière. Aux objets trouvés, on a la dague cérémoniale. Et à l'accueil, on a le masque tribal. Par contre, imaginons que je récupère un objet ici. Je récupère le masque tribal. Eh bien, je ne peux pas savoir ce qu'il y a sous la prochaine carte. On la retourne jamais. On la retourne jamais, sauf si quelque chose nous dit de le faire. D'accord. Mais voilà. Quand on fait une fouille, donc la fouille c'est une action, hein. Je vais vous la montrer, elle est là. Tu pourrais peut-être nous détailler Recherche. toutes les actions justement. Je vais les faire dans l'ordre en fait, où elles viennent. La carte recherche, elle nous pousse à faire une recherche seulement quand on est sur une case jaune, hein. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, mettons que là je sois sur la cabane du gardien. Si je fais une seule réussite, je vais pouvoir piocher la première carte du paquet. Si je fais 2 réussites, la carte de recherche m'indique bien que je vais pouvoir regarder les 2 cartes du dessus du paquet et en prendre une. Ensuite, la deuxième, je vais pouvoir la remettre soit face visible au-dessus du paquet, soit face cachée en dessous du paquet. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les recherches. Ensuite, une autre action qu'on peut faire, c'est se reposer pour récupérer de la vie. Donc il y a 2 cartes actions qui permettent ça, c'est la halte, on a dès le départ en main, et le repos. Donc si jamais on est en mauvaise posture, on va pouvoir utiliser ces actions-là pour regagner de la vie. Ensuite, les autres actions assez importantes dans le jeu, c'est les attaques. Et le déplacement. J'en ai parlé. Ah, pardon. J'en ai parlé au début du déplacement. Mais il y a marche, sprint. Ouais, il y a plusieurs cartes qui permettent de faire des déplacements. Il y a plusieurs cartes qui permettent de faire du repos. Voilà. Donc en ce qui concerne les attaques, on va avoir des cartes qui permettent de faire des dégâts aux tueurs. Pour ça, on peut tout à fait taper à main nue. On va simplement appliquer les dégâts qui sont indiqués sur la carte. Et si jamais on est équipé d'une arme, on va pouvoir rajouter des dégâts supplémentaires. Ici, si on regarde la dague, par exemple, la dague, elle a la possibilité de faire un dégât supplémentaire. Et ça correspond à quoi, le 0 qui est au-dessus? C'est sa portée. Ok. Donc c'est sur la case même. Faut que ce soit sur la case du tueur. Okay. On a parfois des fusils, par exemple, qui vont nous dire qu'on peut tirer de 1 à 2 de portée. D'accord. Eh bien, ça veut dire qu'on a le droit d'aller jusqu'à 2 cases pour faire des dégâts en portée. Par contre, si c'est écrit 1 à 2, on ne peut pas taper sur zone. Il faut vraiment être à distance. On est obligé d'être de 1 à 2 cases. Et la main? Effectivement, j'ai juste oublié ce petit détail-là. Dans les objets qu'on va récupérer, les objets qu'on équipe ont un symbole de main dessus. Ok. On n'a que 2 mains, malheureusement. Et on va pas pouvoir équiper plus de 2 objets en main. Si je regarde le plateau de Barbara, là, je le mets là. Le plateau de Barbara, voilà. Les objets qu'elle a équipés en main, ils sont là. Alors c'est Adélaïde. Ah oui, je me trompe. Adélaïde, elle a que 2 mains, donc elle va pouvoir équiper que 2 objets en main. Parfois, on a des objets à 2 mains. Qui vont prendre les 2 mains directement. Tu pourras en équiper qu'un seul. Comme le fusil, j'imagine. Voilà.
par exemple, ou la batte et le bouclier. C'est Ah peut-être bah oui. 2 mains aussi. Mhm. Et tout le reste des objets iront dans le sac à dos. Sachant que les objets qui sont dans le sac à dos, enfin pardon, non, les armes, il faut absolument qu'elles soient en Mhm. main pour pouvoir être utilisées. Et les objets qui sont dans le sac à dos, je sais pas moi, si j'ai Le livre le de livre de prière. prière par exemple, ben, je peux l'utiliser même s'il est dans mon sac. Je suis pas D'accord. obligé de me le mettre en main parce qu'il n'y a pas de symbole main sur Ok. le livre. Mais donc la dague, si elle est dans le sac à dos, je ne peux pas l'utiliser. Voilà. Et aussi, encore une particularité là-dessus, c'est que, imaginons que tu aies un couteau dans une main et une batte dans l'autre main. Quand tu vas attaquer, tu vas devoir choisir avec quelle Mhm. arme tu tapes. Tu peux pas taper avec les deux. Euh, donc, voilà, ça revient. Enfin, c'est entre l'équipement des objets et les attaques dont on était en train de parler. Donc, les actions d'attaque, il y en a plusieurs. On a notamment l'attaque de base, qui est l'attaque faible, qui coûte 0 en temps. Et on va avoir des plus grosses attaques, comme l'attaque puissante, qui coûte 4 en temps, et l'attaque critique, qui coûte 6 en temps. Donc j'ai déjà parlé un petit peu du temps. On va revenir dessus plus particulièrement. Le gain et la perte de temps. En fait, qu'est-ce que ça représente? Comment ça fonctionne, ça? Le plateau d'Adélaïde, je ne me suis pas trompé, c'est bien Adélaïde. Oui. Il contient comment on appelle cette piste-là. En début de tour, enfin pardon, à la fin de sa phase d'organisation, on place toujours le petit sablier sur le 6 qui est là. Et en fonction des actions qu'on va réaliser, on va pouvoir gagner ou perdre du temps. Surtout en fonction du résultat de tes dés. Voilà. Mais je ne sais pas si je prends par exemple Concentration. Ouais. concentration. Concentration, si j'arrive à faire 2 succès, je vais pouvoir augmenter le temps de 2. Par contre, si je fais que des échecs, ici, au contraire, je vais perdre de temps. Donc je disais, ça, c'est une ressource qui est vraiment super importante, puisque c'est ce qui va nous permettre... Et on peut pas gagner de temps différemment? Si, il y a des événements parfois, ou des événements qui vont nous permettre de gagner du temps Et genre si je sur le défaussais plateau. une carte, j'aurais... Ah, oui, c'est vrai que ça, on en parle, je le vois rarement. Je l'ai lu en lisant le bouquin au début, et j'ai complètement zappé, et puis je suis revenu dessus, j'ai dit, mais ouais, c'est super important cette règle-là, en fait. On peut, pendant sa phase d'action, défausser des cartes autant qu'on veut, pour gagner du temps. Pour chaque carte qu'on va défausser, on va pouvoir gagner 1 de temps. Et il y avait une petite bulle d'ailleurs au-dessus de cette règle, qui était écrit que c'est essentiel. Il ne faut surtout pas sous-estimer l'importance de cette tactique. Mm. Et effectivement, après coup, en faisant des recherches et puis en regardant ça de plus près, j'ai compris qu'il y avait des openings un peu particuliers en début de partie qui te permettaient de gagner du temps et puis d'acheter un combo de cartes pour pouvoir super bien commencer ta partie, quoi. Donc ouais, on peut aussi gagner du temps en défaussant des cartes. Et on gagne, je répète, 1 temps par carte défaussée. Donc vous avez compris, hein, le temps nous permettra d'acheter des cartes. On pourra jouer au prochain tour. Ensuite, on va parler du niveau d'horreur. Donc le niveau d'horreur, c'est toujours sur la piste qui est ici. Et il va lui aussi monter et descendre pendant la partie. J'ai expliqué tout à l'heure que Inkanyamba, ce monstre-là, nous fait commencer à 4 d'horreur. Donc au début de partie, on sera à 4, ce qui veut dire qu'on aura 2 dés sur cette piste-là. Il est où lui? Il est là. Et on pourra déplacer cette jauge-là en fonction des cartes ou des actions qu'on aura réalisées. Et plus tu as de dés, plus tu as de chances de faire des réussites. Ouais.
Si jamais on descend dans le rouge et qu'on devait descendre encore plus la jauge d'horreur, eh bien, on a ce petit symbole qui nous dit qu'en fait, on va faire augmenter une autre jauge dont on parlera tout à l'heure, qui est la soif de sang. Au contraire, si on est à fond et qu'on doit encore faire monter ça, eh bien, on obtiendra, comme le petit picto l'indique, 1 de temps. Donc, cette jauge d'horreur, elle est aussi super importante. Il faut essayer le plus possible de la garder dans le vert. Si jamais vous tombez dans le rouge à un moment, vous êtes mal barré. Ensuite, on va parler de la fin de la phase d'action. Quand vous faites vos actions pendant la partie, vous allez arrêter de faire des actions si soit vous n'avez plus de cartes, soit vous décidez d'arrêter. Vous pouvez tout à fait dire, bon bah finalement je fais rien. Soit un mauvais jet t'oblige à arrêter. Voilà. Et il y a aussi la possibilité de se faire forcer à arrêter son tour par ce symbole dont je parlais tout à l'heure. La petite croix rouge dans un cercle. Donc ça, c'est les différentes manières de finir sa phase d'action. Pour la phase d'organisation, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein. C'est là qu'on va pouvoir utiliser le temps qui nous reste pour acheter des récupérer actions. nos cartes actions. Je crois que j'ai rien oublié là-dedans. Oui. Imaginons, pendant mon premier tour, je fais une marche et une concentration. Donc, je vais utiliser ces deux cartes-là. Je vais les mettre de côté. Elles seront dans une pile de cartes utilisées. Donc ça, c'est, mettons, pendant ma phase d'action, j'utilise ces deux cartes-là. Après ma phase d'action, on a vu, on a la phase d'organisation. Je vais pouvoir, je sais pas moi, s'il me reste 6 de temps. Acheter une attaque critique. Je prends une attaque critique pour 6. Je la mets dans mes cartes, dans ma main. Et à la fin de la phase d'organisation, on remet ces cartes-là dans la liste des cartes à acheter. En fait, je peux pas récupérer dès le premier tour, je peux pas récupérer les cartes que je viens de jouer, en gros. Ouais. Donc c'est à la fin de l'organisation qu'on replace ces cartes-là. Et on a une limite de cartes en main qui est de 10 maximum. Donc ça, il faut faire gaffe de ne pas dépasser le coup. Sachant qu'à chaque fois, s'il y a des cartes à 0, comme ces deux cartes que je viens d'utiliser, s'il y a des cartes à 0, bah, on peut les récupérer gratuitement. Évidemment. Voilà. Ça, c'était les petites particularités pour notre phase d'action. Tu veux pas expliquer les jets d'horreur? J'ai expliqué au début. On t'a pas expliqué qu'on pouvait défausser 2 cartes pour transformer un mitigé en succès. Effectivement. Quand vous allez faire une action, si jamais vous faites... Ah là, je l'ai pas fait. Si jamais vous faites un 2, un 3 ou un 4, et que vous avez ce symbole-là, vous avez le droit de défausser 2 cartes de vos actions, vous les défaussez complètement, pour transformer ça en réussite. Ouais, j'avais oublié de préciser ça, effectivement. Ensuite, la phase du tueur. Pendant la phase du tueur, donc ici Nkanyamba par exemple, il est là. Il va falloir à chaque phase résoudre ce qui est écrit à cet endroit-là. Parlons quand même un peu plus précisément du plateau du tueur. Sur le plateau du tueur, vous allez placer 2 cartes qui sont représentées par le haut du corps et le bas du corps. Ces cartes-là, c'est les cartes de pouvoirs spéciaux du tueur. En bas, c'est ce qu'on appelle le pouvoir maléfique. Et en haut, c'est ce qu'on appelle la carte finale.
J'y reviendrai un peu plus tard, mais en gros, ça va changer, ça va modifier le comportement du tueur. J'y reviendrai quand on parlera des cartes terreur, etc. Mais au début, voilà, ce qu'il faut regarder, c'est cette ligne-là, qui va nous expliquer ce que le tueur fait pendant son tour. Pendant la phase du tueur, donc, il va commencer par résoudre ces actions qui sont écrites là. Donc ici, par exemple, on a si le courroux tueur est niveau 1 ou 2, accroître le courroux tueur de 1. Voilà. Puis cibler, puis tuer. C'est ça. J'y viendrai juste après à ces pictos-là. Donc, j'ai expliqué, voilà, on va réaliser d'abord ce qui est écrit là. Ensuite, on va piocher une carte terreur. Donc, les cartes terreur, elles sont là. C'est super important. C'est ce qui va forcer le tueur à faire des actions. Parce qu'en réalité, là, ce qui est écrit là, c'est pas si dérangeant que ça. Non, S'il puisqu'il fait ne se déplace juste pas ça, déjà. voilà. Déjà, il se déplace pas dans cette action-là, donc il restera sur place. Mais ce qui va vraiment l'activer, c'est ces fameuses cartes terreur qui vont pousser le tueur à faire des actions. J'en tire une pour exemple ou pas? Juste après. Donc, au début de partie, vous allez tirer 10 cartes terreur du paquet et les placer juste à côté du plateau. C'est important, puisqu'en fait, ça va représenter le temps que vous avez avant que le tueur s'énerve vraiment. Donc à chaque tour, vous allez piocher une carte terreur, et si jamais, à un moment donné, vous n'avez plus de carte terreur en jeu, au moment de la phase d'entretien, de maintenance, vous allez retourner la carte finale du tueur. Et là, ça changera les actions du tueur. Il deviendra beaucoup plus dangereux à ce moment-là. Donc ça, c'est s'il n'y a plus de carte Ça, terreur. c'est s'il n'y a plus de carte terreur dans le paquet qui est là. Et le pouvoir maléfique, comment tu le déclenches? Alors, j'y viendrai encore une fois juste après quand je parlerai de la piste qui est ici, qui s'appelle la soif de sang. Donc, au niveau des pictos, vas-y, tu peux montrer une carte tueur si tu veux. Alors, terreur. Clac, tu peux la montrer là-dessus. Donc, si on regarde un petit peu les pictos qu'on trouve sur cette carte-là, je ne vais pas parler du courroux tout de suite parce que c'est propre aux règles du bosquet sacré. Je vais surtout parler des pictos qui sont en bas. C'est pas propre au bosquet sacré. C'est propre à Kanyamba. Ouais. Le courroux du tueur. Vin, peut-être que oui, c'est le bosquet sacré, mais courroux tueur, c'est propre à lui. C'est ça, exactement. Mais j'en parlerai plus tard des courroux. On a différents pictos. Si jamais vous voyez... Tiens, montre-moi une autre carte horreur là à côté. Non, toujours pas. Toujours pas. Je voudrais avec... Oui, tiens. Voilà, c'est ça que je cherchais. Si jamais vous voyez un picto d'un petit bonhomme jaune, ça veut dire que le tueur va cibler une victime, mais pas vous, pas l'héroïne. Si jamais vous voyez une petite botte, c'est que le tueur va se déplacer d'un certain nombre de cases. Et si jamais vous voyez un couteau, c'est que le tueur va faire une attaque. Le picto qui est juste ici à côté, où on voit donc toujours un petit bonhomme jaune, mais derrière on voit une blonde, eh bien, ça veut dire que le tueur va cibler soit une victime, soit vous. En priorité, il cible toujours les victimes. Donc, si sur la même case, il y a une victime et la survivante, il tapera sur la victime. Exactement. En revanche, si... du coup, pareil, si à distance égale, il y a une victime et la survivante, il va cibler la victime. Mais si c'est la survivante la plus près, il va te cibler toi, c'est ça? J'en parlerai plus tard de comment il se déplace en fonction du nombre de victimes sur le plateau. Donc ça, je n'y suis pas encore. Ok, je pose pas de questions. Alors, si je comprends la question que tu poses, mais il faut d'abord que j'explique un certain nombre de choses avant d'expliquer ça.
Donc, voilà, c'était pour vous montrer les différents pictos qu'on trouve sur les cartes tueurs. Chaque victime ne possède qu'un point de santé. Donc, à chaque fois qu'il va faire une attaque, il va tuer la victime directement. Si jamais il fait... On parlera des dégâts juste après, mais on revient sur ça. Tiens, tu peux ranger ces deux cartes-là. Si on regarde le plateau du tueur, encore une fois, je parlais tout à l'heure de la soif de sang, qui est ici. À chaque fois, au début, on va commencer avec la soif de sang ici, à 0. Ou à 1. À chaque fois qu'il va faire une victime, on va augmenter la soif de sang. Et vous voyez qu'à chaque fois, les chiffres, ils augmentent sur le côté. Sur cette colonne-là, on a les dégâts qu'il va infliger. Et sur cette colonne-là, on a le déplacement, le nombre de cases dont il va se déplacer. Donc, imaginons qu'il arrive là. Eh bien, il se déplacera de 3 cases et il fera 2 points de dégâts. Je répète, les victimes, elles n'ont qu'un seul point de vie. Si jamais il fait une attaque sur une victime et qu'il a, mettons, 5 points de dégâts, il va mettre les 5 points de dégâts sur la même victime. Il va pas tuer tout le monde d'un coup. Ça va que jusqu'à 3. Il va s'acharner sur la même personne. Ok. Et en termes de déplacement, tout à l'heure, on a vu qu'il ciblait quelqu'un en fonction de l'action qu'il fait. Vous pouvez cibler soit une victime ou nous. Et c'est ce qui va... D'ailleurs, il doit y avoir un pictogramme où il cible que toi. Oui, effectivement, ouais. Il y a un picto où il cible que la blonde. L'héroïne, en fait. La final girl. Donc, le tueur, il va avoir un comportement particulier sur le plateau. Je vous le montre. Imaginons que le tueur, il est au milieu, là. Ici, on a une victime. Et ici, on a 2 victimes. Elles sont toutes les deux à distance égale. Ils sont toutes les deux à une case. Le tueur, s'il doit se déplacer, il va toujours se déplacer vers l'endroit où il y a le plus de victimes. Donc ça, c'est super important. Parfois, vous allez vous retrouver dans cette situation-là, où c'est équivalent des deux côtés. Dans ce cas-là, c'est à vous de choisir où il va aller, en fait. C'est une règle ambiguë, et les règles ambiguës, c'est à vous de les gérer, c'est à vous de les traiter. Il y a plusieurs manières de traiter les règles ambiguës. On en parle à la fin du bouquin, mais en gros, si vous n'êtes pas sûr du cas, soit vous décidez de faire ce qui vous paraît le plus logique, soit vous faites ce qui vous paraît le plus difficile, le plus dur pour vous, soit ce qui vous paraît le plus drôle, le plus hilarant la plus hilarante des possibilités. Donc voilà. Imaginons qu'on soit dans cette config-là. On a 2 cases où il y a autant de monde. Eh bien, c'est à vous de décider si le tueur va aller vers les victimes ou s'il va aller vers vous. Voilà. Ensuite, quand il tue une victime, j'ai dit, voilà, ça fait augmenter la piste de soif de sang. Si jamais il attaque la survivante, par contre, c'est les points de vie de la survivante, là, qui vont commencer à sauter. Quand il vous attaque, vous avez aussi la possibilité de faire une réaction. Mais il y a d'autres trucs sur le plateau, là. Que t'as pas expliqué ça. Ah oui, pardon. Ça, on s'en fiche. Okay. Ça, c'est le bosquet sacré. Oui, pardon. Quand vous allez arriver à ce niveau-là de soif de sang, vous allez retourner le bas du corps, la carte du bas du corps, et ça, c'est le pouvoir maléfique du monstre. Et donc, ici, ce pouvoir-là, par exemple, quand il se passera quelque chose au niveau du courroux du tueur, ça augmentera l'horreur à chaque fois. Il y a différents pouvoirs, d'ailleurs. Il y en a qui sont plus ou moins difficiles.
Il y en a même un qui est épique. On le reconnaît parce que voilà, il est entouré en rouge comme ça. Donc voilà, il y en a 4 différents qui sont plus ou moins durs. Et ça, on est censé le piocher au hasard au début. Après, si vous voulez adapter la difficulté, vous pouvez mettre les plus faciles, mais si on suit les règles à la lettre, on est censé piocher au hasard. Donc j'étais en train de dire, moi du coup, j'avais oublié ça, j'étais en train de dire quand il attaque la survivante. Quand il attaque la survivante, c'est les points de vie de la survivante qui sautent. Et au moment où on se fait attaquer, on peut éventuellement utiliser une carte de réaction. Dans les cartes d'action que je vous ai présentées tout à l'heure, on en voit qui sont avec un fond bleu. Ces cartes-là, on ne les utilise que en réaction à une attaque. Donc hors de la phase d'action. Voilà, hors de la phase d'action, ce sera pendant la phase du tueur. Si jamais il nous attaque, on a soit la défense, soit la riposte. Donc la défense, ça va permettre de réduire les dégâts qu'il nous fait. Et la riposte, ça va permettre de réduire les dégâts et de lui renvoyer des dégâts. Je suppose qu'elle coûte plus cher riposte que défense. Ouais, la riposte, elle coûte 4 et la défense, elle coûte 2. Je précise bien aux attaques du tueur. Parce que parfois, vous allez prendre des dégâts qui ne seront pas des dégâts directs du tueur. Donc dans ce cas-là, vous pouvez pas, sur une carte événement par exemple, ou une carte terreur, eh bien dans ce cas-là, vous pouvez pas utiliser les cartes de réaction. C'est vraiment que pour les attaques du tueur, ça. Ok. C'est à peu près tout pour ce qui concerne la phase du tueur. Maintenant, on parle de la phase de panique. On va mettre tout le monde au milieu. Tu nous expliques ça? Ouais. Alors, je te mets le gros plan. Donc, si le tueur tue une victime ici, que se passe-t-il? Alors, s'il tue une victime et qu'il y a des survivants sur sa case, ils vont paniquer. Voilà. Et ils vont vouloir se sauver. Donc, on va lancer un dé par victime restante. Et suivant le chiffre qu'on va faire... Là, tu as fait 5. Là, j'ai fait 5. Donc, là, il y a écrit 5 ou 6. Donc, je peux me sauver par là. Voilà. Le deuxième, il fait 1. Il a le droit de se sauver par là. Et admettons, non, celle-ci, il y a tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, donc il va aussi se sauver par là. Sachant qu'il y a des zones plus difficiles où il va falloir faire au moins 3. Parfois, il n'y a pas de chiffre. Mettons que sur celle-là, il n'y a pas le chiffre 1. Et bien, si on fait 1, il sortira pas. Ouais, il reste avec le tueur sur la case. Ouais, et attention à un truc aussi. Si vous regardez bien de près, je vais essayer de zoomer encore plus pour vous montrer. Si on regarde cette zone-là de très très près, il ne faut pas se tromper entre les numéros qui sont sur la zone et les numéros qui sont de l'autre côté. En gros, si ma victime elle est là et qu'elle veut fuir, si elle fait un 4, elle va par là. Parce que le 4, il est collé à cette zone-là. D'accord? Il ne faut pas se référer à ce chiffre-là, qui est en fait la sortie de cette autre zone-là. Voilà, c'est juste ce que je voulais préciser. Mais ouais, si on bouge, comme ça on va bien voir ce dont on parlait. Ici, il n'y a pas de 1 et de 2. Il n'y a pas de 1 ni de 2, il n'y a que 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est pour la phase de panique, c'est assez simple en réalité. Voilà. Si les mecs voient un type se faire tuer devant eux, ils paniquent et ils essaient de se barrer. Alors, cette phase-là, elle n'est pas applicable à la survivante. La survivante ne panique pas si elle est sur la case du tueur. Non, la survivante ne panique pas, c'est valable que pour les victimes. Ok. C'est tout. Donc, pour la phase de panique, je disais, c'est pas si compliqué. Il n'y a que ça à savoir. Maintenant, il nous reste à parler de la phase de maintenance. Donc, pendant la phase de maintenance, on a dit qu'il ne se passait pas grand-chose. Sauf si il n'y a plus de cartes terreur dans le paquet. S'il n'y a plus de cartes terreur dans le paquet,
on retourne la carte finale. Si jamais il y a un événement en cours qui nous indique qu'on doit faire quelque chose pendant la phase de maintenance, et ben ça s'appliquera à ce moment-là. Oui, ou je voulais montrer ça en exemple, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est un événement. Enfin, c'est pas colère noire. C'est un pouvoir maléfique mineur. Ouais. Donc qui s'applique au moment il faut faire un jet, résoudre avec un jet. Enfin Un bref, jet ça à se passe. l'entretien. Voilà, à la maintenance. À la maintenance. Ce sera écrit sur la carte, quoi. Entretien, c'est Call of Dungeon. Oui, bah, c'est entretien maintenant. Ah Donc la partie, elle se terminera soit quand vous mourrez, ouais. ce qui arrivera la plupart du temps, soit quand vous arrivez à tuer le tueur. Si jamais vous mourrez tous les deux en même temps, vous considérez la partie comme étant gagnée. Donc vous aurez réussi à... Malgré... Sacrifice ultime. Sacrifice, voilà, vous avez quand même réussi à arrêter le tueur. On a vu à peu près tout. Il reste quand même des petites particularités qu'il faut connaître. Alors, il y a les petites cartes disposition dont tu nous as pas parlé et les cartes événements. événements. Et j'ai pas non plus parlé du dernier point de vie. Ah, exact. Ni de certains jetons qu'on trouve sur la table. On peut commencer par disposition de toute façon. Parlons. Mettre, voilà, disposition. un Rapidement. exemple. La disposition, vous allez en piocher une en début de partie. Je vous le mets ici. Vas-y, retourne la carte disposition. Ok. Ça va vous indiquer où se trouvent les victimes en début de partie et où se trouve le tueur. On commence le tueur. Et on commence la final girl. Voilà, exactement. Voilà. C'est pour savoir comment on dispose tout le monde sur le plateau. Je les mets tous ou... C'est bon, on a compris. Oui, on a compris. Tu peux t'amuser à les mettre si tu veux. Ensuite, les cartes événements, juste à côté en bleu. Il m'en faut 8. Les cartes événements. J'en retourne une. J'en retourne une. Il faut en retourner une en début de partie. Avant de commencer la partie, vous allez retourner le premier événement. Cet événement, il peut être soit instantané, soit permanent. Dans le cas où il serait permanent, il faudra garder un œil dessus pendant toute la partie pour savoir s'il se passe quelque chose. Si jamais vous retournez pendant la partie plusieurs événements, ça n'annule pas l'événement précédent. Donc si vous avez 2 événements permanents en cours, il faudra faire attention et garder un œil sur les 2 événements. Parfois, on aura donc, comme je disais, un événement qui est instantané. Dans ce cas-là, on peut retirer la carte du jeu une fois qu'elle a été piochée et résolue. D'accord. Autre chose dont je n'ai pas parlé, c'est certains objets ont un nombre d'utilisations limité. Ah oui, tiens, si on prend le livre de prière par exemple, je vais essayer de vous le mettre de près. Je l'ai mis au plein milieu. Hop, je vais le prendre. Je vais vous le montrer ici. On voit qu'il y a 2 petits cercles ici. Ça veut dire qu'il a 2 utilisations maximales. Donc on placera des espèces de petits jetons blancs là. Des jetons usage. Des jetons usage. Et à chaque fois qu'on l'utilisera, on retirera un jeton de la carte. Ok. Ensuite, encore une particularité, le dernier point de vie d'un joueur ou du tueur. Si vous arrivez en fin de partie, l'un d'entre vous va disparaître. On va regarder ça de plus près. Le tueur, il commence avec 9 points de vie. Ça veut dire qu'on va lui mettre 8 cœurs plus un jeton dernier point de vie. Même chose pour la Final Girl, elle a 6 points de vie de départ. On lui met 5 cœurs et un jeton dernier point de vie.
Ce jeton dernier point de vie, il faut le tirer au hasard au début de la partie. Et au moment où il est perdu, mettons que le tueur arrive à me faire perdre toute ma vie, au moment où je perds mon dernier point de vie, je vais retourner mon jeton et en dessous, je peux avoir soit rien du tout, comme ici, soit un cœur, ou deux, ou trois. Je pense que c'est lui qui l'a d'ailleurs. Ouais, c'est lui qui l'avait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où vous perdez votre dernier point de vie, bah, en réalité, vous n'êtes pas morte. Ou le tueur n'est pas mort. Peut-être pas. Donc Parce il que se relève. si t'as ça, c'est que t'es mort. Oui. Oui, mais c'est le second Non, j'ai souffle. dit s'il y a des cœurs. Oui, s'il y a les cas. C'est le S'il second y a souffle. des C'est cœurs, le cliché voilà. du slasher. Exactement. Je l'ai tué, mais il n'est pas vraiment mort. Et que Il le se meilleur relève. se relève toujours. Donc, Jason aussi. si jamais ça arrive, si vous retournez le dernier point de vie et qu'il y a des cœurs dessus, vous remettez. Alors, mettons que moi j'avais un cœur là, d'accord? Vous remettez. Non, tiens, mettons que j'ai le 2 cœurs plutôt. Vous remettez un jeton blanc pour le dernier point de vie, plus le nombre de cœurs pour finir Oui, donc tu remets le un cœur. symbole. Donc là, si je me relève avec 2 points de vie, j'ai un dernier PV plus un cœur. Si j'avais eu 3 PV, j'aurais eu un dernier PV plus 2 cœurs. Si jamais on perd ce jeton blanc là, on est complètement die. C'est terminé. Et aussi un truc, si jamais il ne vous reste plus qu'un seul PV, que ce soit le blanc ou le noir, hein, mais si jamais il vous reste qu'un seul PV, vous avez un dé supplémentaire. Donc c'est ce picto là, dont on n'a pas parlé, c'est le dernier picto à voir. C'est quoi? C'est l'adrénaline avant de mourir? Et c'est ça, exactement. C'est ce petit picto, hop là, vous allez le voir de plus près, voilà. C'est un petit plus 1 avec un dé en réussite. En gros, ça veut dire que vous avez le droit de lancer plus un dé à vos tests d'horreur. Donc on peut se retrouver dans des situations où, par exemple, le méchant, il a plus qu'un seul PV. Vous avez plus qu'un seul PV. Donc là, dans ce cas-là, tu as plus 2 dés à tes jets d'horreur. Ça représente le super final, la super adrénaline. Je pense qu'on a fait le tour des règles. Il y a des cartes comme ça? Oui. Alors, oui, effectivement. Qui ajoutent 2 PV au tueur, là? Certaines cartes terreur sont des pouvoirs maléfiques qui vont venir s'ajouter au pouvoir du tueur. Donc cette carte terreur-là que Emma a retournée tout à l'heure, par exemple, où on voit 2 cœurs dessinés dessus. Donc ça va rajouter une ligne de texte dans ce que le tueur fait. Et cette carte, elle a 2 points de vie. Ça rajoute 2 points de vie supplémentaires au héros. Si jamais Au héros? Au tueur, pardon. C'est pas parce qu'il gagne toutes les parties que c'est le héros. Si jamais on arrive à lui faire perdre des points de vie, on enlève en priorité les points de vie qui sont sur cette carte. D'abord attaquer la carte. Et donc, si cette carte n'a plus de points de vie, elle est retirée de la partie. Voilà. Ça, c'est vraiment particulier. Il n'y a que 2 cartes terreur qui font ça. Et c'est à peu près tout. Pour le jeu de base, maintenant, Pour il y a le jeu des de base. spécificités liées à ces deux... Exactement. à ces deux scénarios, quoi. Quand vous achetez un scénario, vous avez dans votre scénario des petites règles supplémentaires. Ici, par exemple, j'ai une règle supplémentaire pour le tueur Inkanyamba et j'ai une règle supplémentaire pour le lieu, le bosquet sacré. Je ne vais pas rentrer tout de suite dans les détails ici parce que c'est propre à cette extension, mais voilà, c'est un truc à savoir. Ce que vous voyez depuis tout à l'heure sur les côtés là et là, c'est propre au lieu et au tueur qu'on utilise.
Ouais, vous retrouverez pas forcément ça dans les autres scénarios. Exactement. Dernier truc, après on arrête, je pense. Vous voyez les 3 petits plateaux qui sont là-haut. C'est juste un détail, Ah mais oui. ça permet de gagner un petit peu en lisibilité du jeu. Si jamais vous avez trop de monde dans une case et que il n'y a plus de place, vous n'arrivez plus à voir ce qui se passe sur cette case, vous pouvez retirer les victimes de là, les placer sur une de ces 3 cartes, et en fait vous avez un jeton qui représente cette case, cette carte. Je te laisse la remettre à côté de toi. Vous avez un jeton qui représente cette carte et qui indique que toutes les victimes, elles sont bien ici. Donc ça, c'est juste pour gagner un petit peu en lisibilité. Donc voilà, pour ce qui concerne les différentes règles du jeu. Normalement, vous devriez être capable de voir comment se déroule une partie de Final Girl. Maintenant, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce Il petit est jeu? très difficile. Ouais, c'est ce que je disais au début de la vidéo. Hein. Il est très difficile. Après, moi, je suis une fan de films d'horreur. J'ai quand même pas mal de sympathie pour les slashers. Donc, l'univers du jeu me parle pas mal. Ouais. J'aime bien. Mais il est très difficile. Mm. Alors, il y en a que ça donne, à qui ça donne envie d'y revenir, même à 2 h du mat, apparemment. Oui. Je vois pas de qui tu parles. Et moi, c'est vrai que T'as un peu de mal avec ça, quoi. ah bah, en fait, quand je pars bien, je suis contente et tout, et puis d'un coup, tout se déchaîne, et Ouais. là, tu sais que tu vas mourir, et t'as plus envie de te battre, T'abandonnes. quoi. Ouais. T'as envie de mourir dans ton bosquet. Ouais. Et Mais toi? moi, j'aime bien. Moi, c'est ce que je disais hein, au début de la vidéo. J'aime beaucoup la difficulté. En général, même dans les jeux vidéo, etc. Je cherche toujours la difficulté. Hmm. Ça, c'est peut-être un des trucs des anciens comme moi qui jouaient à des jeux vidéo qui étaient super durs. Quand on était petit, on jouait à des trucs, c'était quasiment infinissable parfois. Ça vient peut-être de là, mon goût pour la difficulté. Et je retrouve quelque chose comme ça dans ce jeu, il résiste. Ah Il oui. résiste et on a envie d'y retourner pour essayer d'en découdre avec le tueur, quoi. Parce que je crois, on a fait plusieurs parties. Alors, c'est un jeu qui joue solo, Mhm. mais on peut réfléchir à deux. Nous, on C'est y a ça, joué à deux. c'est ça. Euh, Et je préfère d'ailleurs quand tu es là, quand quand on joue ensemble. Enfin, en gros, toi, tu joues le méchant, Oui. tu manipules les éléments du plateau. Et en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que j'avais tendance à moins perdre le fil Ah oui, quand il y a peut-être parce que quelqu'un je te avec moi. reprends. Exactement. Et puis parfois, quand je suis tout seul, j'en ai fait quelques-unes tout seul, je sais plus si j'ai gagné ou perdu un temps à la fin de ma carte d'action. Je sais plus si je l'ai affiché sur le plateau. Donc voilà, comme je disais, j'ai tendance à perdre le fil quand je suis tout seul. Alors que quand tu es là, tu es aussi là pour arbitrer un petit peu et c'est plutôt agréable. Ça Ouais, permet bon, de... ils se jouent à deux assez facilement, en fait, je trouve. C'est ça. Et puis on peut réfléchir On ensemble si réfléchit à un à deux, moment, bon, si à un c'est... moment on sait pas trop quoi faire comme action, on peut demander l'avis. Bon, même à deux, on n'a toujours pas réussi à gagner, hein. Non. Mais bon, on gagne du terrain à chaque fois. Ouais. Un jour, on l'aura. Mais Voilà. il est trop dur. Il faut qu'on achète un. Hans le Boucher, le Hans premier. le boucher me fait de l'œil. Ouais, le premier de la série, parce que je crois que là, on est vraiment tombé sur le pire du pire, quoi. Pire endroit avec le pire tueur. Donc, complexe, quoi. Ouais. Ouais, parce que, non, mais on l'a pas eu une seule fois, je crois pas, hein. Non, non. J'en Non. suis à 7 défaites, D'accord. 0 victoire. Oui. Ok. Bon, Voilà. Voilà, voilà. du Bon, coup, bah, on verra si pendant la partie filmée, on a un petit peu plus voilà. de chance. Ouais. Si ça vous intéresse, on fait une petite partie filmée. Je vous mettrai un lien là-haut pour que vous puissiez aller voir ça. Et puis sur ce, on va vous laisser ici. En vous souhaitant une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend quand vous regardez.
N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce, un commentaire. Et puis, bah, on se dit à une prochaine. Salut! Salut!